Alors bonjour Sophie. Bonjour Lily Rose. Très heureuse de te retrouver chez toi. À la base, on devait le faire à distance, mais finalement, on se retrouve à ton cabinet à Bouc-Bel-Air. C'est chouette. On papotait un peu ce matin. Tu m'as dit que t'étais une très bonne amie de Juliette. Oui, c'est une de mes meilleures amies. Ouais. Donc c'est drôle, il y a des... Et tu le savais pas. Non, je le savais pas. Et du coup, il y a des petits liens qui se font au sein même du podcast. Donc je trouve que c'est assez chouette. Si je suis là aujourd'hui avec toi, c'est pour parler d'hypersensibilité. Tu m'as dit que ça fait plus de 14 ans que tu accompagnes aujourd'hui des gens dans ce domaine-là. Donc une jolie expertise à nous partager, c'est chouette. Mais avant de parler du vif du sujet, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous parler de toi, ton parcours? Oui, alors mon parcours commence à être long, Lily Rose. Il faut que je fasse vraiment un exercice de concision, ce qui est pas toujours simple pour les hypersensibles, mais je vais m'y atteler. Donc moi, j'ai découvert mon hypersensibilité il y a plus de 20 ans, à la suite d'un simili burn-out. À l'époque, on n'appelait pas ça burn-out. À l'époque, il n'y avait pas de coach. À l'époque, on nous envoyait chez les médecins et puis chez les psys et puis ils nous trouvaient rien, donc on appelait ça différents trucs. Moi, on m'a parlé de troubles anxieux, comment on avait dit ça, spasmophilie à l'époque. On parlait de les symptômes que j'avais, en tout cas s'apparentaient à ces familles de symptômes, parce qu'en fait c'était pas pathologique, mais ils considéraient que le stress pouvait générer un certain nombre de problématiques comme ça. Moi, j'avais des insomnies notamment, j'avais des spasmes musculaires, avec des douleurs musculaires, avec j'étais une ancienne gymnaste de haut niveau, j'avais fait de la compétition, j'avais été à un niveau international en tumbling, qui est un dérivé de la gymnastique, au niveau de la gymnastique aux agrès, donc au niveau des acrobaties au sol, avec beaucoup d'impact sur le dos, etc. Et là, il y a tout qui se réveillait, avec on m'a parlé aussi de fibromyalgie à l'époque, on parlait de noms barbares comme ça, mais sans jamais nous trouver des solutions. Donc c'était quand même très angoissant. Donc après, je n'ai plus su qu'est-ce qui était l'origine de mes angoisses, ou la cause, l'origine ou l'effet de ces symptômes sur mes angoisses, en fait. Donc à la base, moi, je suis j'ai été une enfant à peu près normale, on va dire, avec beaucoup de bonheur, élevée dans une famille aimante, où tout se passait pour le mieux. J'ai envie de dire, on découvre souvent son hypersensibilité à la suite de problèmes, ce qui a été mon cas, ou à la suite des problèmes de nos enfants. Ah bah tiens, je me rends compte que mon enfant a des problématiques. On s'identifie à ce qu'il traverse. Voilà. Et puis surtout, on va se rendre compte qu'ils sont hypersensibles, et là on découvre notre propre hypersensibilité. Mais comme je le dis souvent, l'hypersensibilité n'est jamais un truc qui fait souffrir s'il n'y a pas une difficulté à la gérer ou à se mettre dans des environnements soutenants. Donc moi, enfant, tout allait parfaitement bien. J'avais un mélange de challenge et de soutien qui était idéal, parce qu'on a besoin aussi d'être stimulé, on a besoin aussi d'être challengé, parce qu'on a un potentiel élevé, et donc sinon on s'ennuie, et ça crée d'autres symptômes d'enfermement, d'isolement, etc. ou parfois de sidération. Donc l'idée, c'était vraiment que j'ai cette enfance facile, quoi. J'étais plutôt bonne à l'école, on déménage plein de fois avec mes parents en expatrié, je m'adapte partout. Tout se passe très très bien. Et quand je rentre dans le monde du travail en tant qu'ingénieur, là, patatras, il y a plus rien qui va. Et donc à ce moment-là, commence un parcours de recherche, comme je vous le disais, de thérapeute. Okay. Je n'en trouve pas. Et je finis par trouver une personne qui n'était ni thérapeute, ni rien du tout. C'est un médecin qui me la conseille. Et il me dit, c'est un vieux. Il a 75-80 ans. Un vieux sage, exactement. Il a 75-80 ans. Il est là-bas en haut de la montagne. Non, alors il est à Boulogne-Billancourt. Haut de l'immeuble, ça change de vie. Mais quand même assez haut, avec un salon un peu chelou. Ok. Et avec une vieille dame à côté de lui, trop gentille. Avec sa boule de cristal, mon là. Et il s'appelle Yves et Madeleine. D'accord. Et il me dit, il fait des miracles sur vos symptômes. Et donc je vais voir. Donc j'habitais Boulogne à l'époque, donc vraiment le top. Je vais voir cet homme, et en 3 séances, tous mes symptômes disparaissent. Ça faisait combien de temps que tu avais tous ces symptômes? J'ai eu 2-3 ans de symptômes, à peu près, où je finissais par ne plus dormir du tout, m'isoler et vraiment avoir des angoisses sur mais qu'est-ce que j'ai?
Et les médecins me parlent de non barbare, mais me disent qu'il y a rien à faire. À part prendre des médicaments, ce que je refuse de faire à ce moment-là. Donc voilà, c'était vraiment un peu le parcours du combattant. Ouais, puis perte de repères, parce que moi qui étais ingénieur télécom, sportif de haut niveau, enfin tout était carré. Et là, plus rien de rentrer dans les cases. Mes parents complètement démunis, et moi qui n'ose même plus en parler. J'en parle pas au travail. Je me sens juste hyper mal. Et donc cet homme me fait comprendre que j'ai juste mal géré mon hypersensibilité et que en la gérant bien, il y a tout qui va changer. Et donc il me donne comme ça un plan d'action. Je mets en place le truc. Et en 6 mois, alors les 3 premières séances, j'ai plus de symptômes. Et en 6 mois, j'ai changé de mec, j'ai changé d'appart, j'ai changé de ville, j'ai changé de boulot. Je me suis pris 5 semaines sabbatiques en Espagne. Et voilà, j'ai recommencé une nouvelle vie. Alors, je rassure tous les hypersensibles, on n'a pas besoin d'un changement si radical. Non, oui. Évidemment que non. Mais il y a des ajustements j'aurais pu faire des ajustements plus subtils. Ouais. Là, j'étais encore jeune, on va dire, j'avais 25 ans. Et donc, j'avais envie de repartir un peu d'une feuille blanche. Oui, puis il y a eu une sorte d'émulation, je suppose, d'un coup, en mode, ok, il y a des choses qui prennent sens, maintenant, j'ai envie de tout changer, quoi. J'en ai marre de tout ce qui m'arrive, faut que ça change. Oui, et puis je réalise avec cette personne que mon boulot n'est pas adapté à qui je suis. J'ai ce haut potentiel émotionnel, et je suis ingénieure, je fais des calculs derrière mon ordinateur toute la journée. Et en fait, je ne suis pas en train d'utiliser ce que je suis, et je suis en train d'essayer de forcer un truc que je ne suis pas. Alors, malheureusement, j'en suis capable, et les hypersensibles ont une hypercapacité d'adaptation. C'est souvent ce qui fait notre grande force et ce qui peut faire aussi notre fragilité. Donc j'en suis capable, et ça c'est mon premier manager qui m'a aussi aidé ce jour-là. Une super boîte, d'ailleurs j'étais chez Wavecom, c'était génial comme boîte. Donc je ne pouvais pas blâmer la boîte, je savais que c'était vraiment une compatibilité qui était à l'œuvre. Et du coup mon manager me dit, tu es capable, tu as été ingénieur, tu as ton diplôme, tu es vraiment capable de faire ce métier, mais tu n'en as pas l'envie intrinsèque. Et donc, à long terme, tu vas pas avoir autant de compétences que les autres. Même si tu pars avec un bon bagage, sache que quand on n'aime pas ce qu'on fait, on ne peut pas déployer complètement son potentiel. Et là, ça fait waouh dans ma tête. Oui, ce que je peux comprendre, mais il y a peut-être aussi cette difficulté, peut-être que certaines personnes y sont, c'est de se dire, bon, j'ai fait toutes ces études pour en arriver là, j'ai entre guillemets tout ce que plusieurs personnes rêveraient, un bon job, un bel appart, un mec super, etc. Mais en fait, je suis pas bien. C'est ça. C'est ça. Et là, quand tu le dis, ça me fait des frissons parce que la réussite telle qu'on l'imagine à l'extérieur, c'est tellement pas la réussite telle qu'on la ressent à l'intérieur. Et à ce moment-là, je fais le shift de qu'est-ce que c'est la réussite? Oui, j'ai tout réussi sur le papier et tout le monde me dit mais t'es folle, tu vas pas tout foutre en l'air comme ça. Mais je leur dis mais je veux vivre ma vie de l'intérieur vers l'extérieur et pas l'inverse, parce que si tu vis une vie idéale pour les autres en apparence et que tu te sens trop mal, quel est l'intérêt en fait? Et ça, c'est vraiment un truc après qui a été un fil conducteur pour créer ma boîte de coaching. Alors, je suis pas devenue coach à ce moment-là parce que j'estimais que j'étais pas encore compétente. Et j'ai refait 7 ans dans l'entreprise à différents jobs. Donc, j'ai fait 5 jobs différents pour vraiment comprendre toutes les facettes de comment on s'adapte quand on est hypersensible dans l'entreprise et pouvoir vraiment incarner ce que je prône aujourd'hui et pouvoir aider les gens aussi non seulement à être bien dans leur vie privée, mais aussi à être bien dans leur boulot, y compris quand ils ont beaucoup de responsabilités. On a beaucoup de médecins, par exemple, qu'on accompagne dans nos parcours, dans les professions libérales. Comment on fait pour être bien quand on est hypersensible? Il y a plein de méthodes, en fait. Oui. Puis du coup, là, toi, c'est à partir de ce moment-là que ton chemin vers l'hypersensibilité, ça s'est déployé. Quelles ont été un peu les premières étapes que tu as mises en place pour vivre et accepter cette hypersensibilité? Déjà, je me suis rendu compte que j'avais des besoins sensoriels. C'est bête, hein, mais quand on est dans une éducation et dans des hautes études, on nous parle que d'intellect, en fait. On nous parle que du cerveau, on nous parle que de mémoire, on nous parle que de sciences. Et on surinvestit l'intellect en France notamment. Moi qui étais sportive de haut niveau, on me dit pas faut continuer à faire du sport. J'ai quand même en prépa, j'ai pris 9 kilos en 3 mois. Ça a été quand même ultra violent pour mon corps et pour mon esprit parce que ça embrouille l'esprit en fait. Quand on est mal nourri et tout ça, on nous l'apprend pas. Donc à ce moment-là, j'apprends que mon corps est un outil de performance de mon cerveau. Et donc ça a été vraiment de commencer à voir quels étaient les besoins de mon corps avant ceux de mon cerveau. Et même
quels sont les besoins de mon cerveau, c'est-à-dire que si je le sursature d'informations mentales et que je n'investis pas mon système émotionnel, mon système corporel, en fait l'équilibre n'y est pas. Donc ça a été vraiment une compréhension d'un équilibre intégral. D'ailleurs aujourd'hui je suis coach intégral qui est l'équilibre de nos parts émotionnelles, intellectuelles, corporelles et spirituelles. Et donc vraiment c'est cet équilibre que je commence à envisager et c'est comme ça que je quitte Paris parce que j'ai besoin de soleil. Je me rends compte que sensoriellement j'ai besoin de soleil, que quand j'ai du soleil, ma performance n'est pas la même que quand je n'en ai pas pendant des mois et des mois. Je pense qu'on n'est pas tous égaux face à ça et moi je me rends compte que je fonctionne comme ça. Je me rends compte que j'ai besoin de nature. Parce que j'ai vécu au Pérou à 4800 mètres d'altitude. Alors, est-ce que j'ai besoin de ça parce que ça, je n'en sais rien. Mais je sais que toute mon enfance a été plutôt bien parce que j'avais des grands espaces, des cadres. Alors, on a déménagé, il y a des fois où j'étais dans des villes, mais ça alternait. C'était pas tout le temps dans un appartement. Donc je réalise tout ça en fait. Je prends une maison avec un jardin à ce moment-là. Je vis à la campagne. Je repars à Aix-en-Provence en fait où j'ai fait la fin de mes études. Et ça a été vraiment le début. Ensuite, je change de métier et je me rends compte que j'ai un potentiel d'intelligence émotionnelle que je n'emploie pas. Donc je suis très relationnelle. Tous les hypersensibles ne le sont pas, mais moi je suis très relationnelle. Je suis plutôt extravertie. J'ai besoin d'interaction et c'est comme je ressens les besoins des autres, j'excelle dans être au service des autres. Donc je passe dans la fonction commerciale en pensant à ce moment-là que ça va me nourrir. Et c'est le cas, même si du coup les valeurs des fonctions commerciales ne me correspondent pas et du coup j'ai une incompatibilité avec la façon dont on me manage à ce moment-là. N'empêche que quand je suis avec mes clients, je perçois leurs besoins. Enfin, je veux dire, j'arrive finalement à travailler quasiment que 4 heures par jour et à avoir que des appels entrants et à faire 3 fois le chiffre des autres commerciaux en faisant beaucoup moins. Donc ça, on voit que ça peut être un hyper pouvoir en fait, un super pouvoir magique quand on l'utilise bien, y compris dans le commercial, là où on n'a pas forcément l'intention d'aller. Donc voilà, je change de métier, je me mets dans des métiers plus relationnels. Sensoriellement, je refais du sport aussi, je me rends compte que j'ai besoin de sensations. Je réécoute de la musique, plein de choses comme ça où j'écris beaucoup tout ce que je ressens et mes besoins et je reprends la responsabilité complètement de ma vie. Ça a été vraiment l'avant et l'après. C'est je suis responsable de faire en sorte que ce véhicule, je l'utilise de la bonne manière, quoi. Les hypersensibles, vous êtes une Ferrari. C'est qu'il faut mettre le bon carburant dedans. Il faut mettre le bon carburant, il faut s'arrêter régulièrement. Parce que quand tu roules à 300 régulièrement, il faut faire tout. Et il faut faire vraiment régulièrement des pauses, régulièrement des changements de pneus, régulièrement des vidanges, régulièrement des changements de petites pièces, régulièrement des révisions. Voilà, on est des sprinteurs, on va très vite, très fort, mais il faut s'arrêter. On peut pas faire un rythme de croisière Clio tout le temps, non. Et sans jamais s'arrêter. Et voilà, on sera pas épanoui. On va se brûler. On sera pas épanoui, on va se brûler. Ouais, effectivement. Donc toi, finalement, la première étape que tu as fait, c'est de prendre en compte tes besoins, de les assumer et d'aller dans ce sens-là. Ouais, j'aime beaucoup le mot assumer. Parce que un des shifts que doit faire l'hypersensible, c'est d'arrêter de blâmer les autres. Oui, si les autres vous traitent mal, c'est pas cool. Si les autres ne vous comprennent pas, c'est pas cool. Si les autres ne ressentent pas ce que vous ressentez, c'est pas cool. Si les autres mettent en doute ce que vous ressentez, c'est pas cool. Mais c'est de notre responsabilité que d'être bien. C'est pas de la leur. Donc on peut passer dans la colère. J'appelle ce mode quand on le pousse à son paroxysme, le bunker grenade. Oh, j'en ai marre et laisse-moi tranquille. Et bam, vraiment quand on est sursaturé et qu'on n'en peut plus et qu'on se sent incompris et on s'isole et petit à petit on se ferme et puis si on vient trop nous chercher, on peut même être agressif. Là, c'est vraiment de notre responsabilité de pas rentrer dans ces modes-là et ça passe par notamment s'entourer de au moins une personne. J'ai remarqué, il suffit qu'il y ait une personne qui nous comprenne, qui nous croit pour que tout le système se détend. On n'a pas besoin d'être compris par tout le monde, mais au moins une personne. Et c'est pour ça que, au-delà de mon cabinet de coaching, où on a accompagné près de 1000 personnes, je veux vraiment porter cette voix. Et c'est pour ça que j'ai accepté ce podcast alors que j'ai pas beaucoup de temps, parce que je veux que tous les hypersensibles entendent qu'ils sont pas seuls. Et parfois, ils sont juste dans la communauté, ils me disent, mais ça m'a fait tellement un bien fou. Au-delà des messages que tu passes, de voir qu'il y en avait tellement qui sont comme moi et qui me comprennent tous. Sur Instagram, il y en a quasiment 30 000 et tout le monde sait. On le sait sans avoir besoin d'expliquer parce que souvent on passe des heures à essayer de se justifier, de s'expliquer et ça c'est très désagréable. Oui, effectivement, ça
Ouais, j'ai vraiment aussi cette sensation de ok, là c'est bon, je suis acceptée telle que je suis, j'ai pas besoin de prouver, j'ai pas besoin de faire, je suis et c'est ok, ça suffit. Ouais. Et donc assumer, c'est vraiment ton mot. L'assumer, ça veut pas dire le crier sur tous les toits, je suis hypersensible, vous devez m'accepter comme ça. C'est non, je suis hypersensible, je l'accepte. Et comme il y a autant d'hypersensibilité qu'il y a d'hypersensibles, attention, c'est pas un truc fourre-tout où on est tous pareils. Et je veux pas que ce soit une étiquette, parce qu'on n'aime pas les étiquettes, on n'aime pas on n'aime pas nous enfermer dans des cases. Donc c'est vraiment une appellation qui permet de regrouper un certain nombre de caractéristiques et de symptômes. Et l'idée, c'est de voir comment ça se traduit pour nous, parce que on n'est pas des hypersensibles, on est des personnes avec une hypersensibilité. C'est un truc qui se rajoute à notre personnalité, qui se rajoute à notre éducation. Donc on a tous aussi des éducations, des personnalités différentes. Oui. Il y a des nuances. Puis comme tu le disais, par exemple, que toi, tu avais des facilités relationnelles, c'était une de tes caractéristiques. Exactement. En tant qu'hypersensible. Il y a d'autres personnes qui vont être peut-être beaucoup plus introverties, mais qui en revanche vont avoir une capacité de création complètement folle. Exactement, et on faisait un live Instagram avec justement des gros comptes qui ont beaucoup d'introvertis, et on se rendait compte qu'il y avait vraiment des différences fortes, même s'il y avait des points de similitude. Et du coup, dans les personnes que tu accompagnes, donc les hypersensibles que tu accompagnes, comment tu les accompagnes vers leur hypersensibilité pas à pas? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le processus qui se fait? Je reviens sur ton mot qui me plaît beaucoup, sur le fait d'assumer. D'abord, on passe par là. C'est j'assume d'être comme ça, parce qu'il y en a qui viennent encore en espérant qu'on les guérisse de l'hypersensibilité. Et ça, c'est vraiment l'inverse de notre message. C'est non, au contraire. À part s'ils vont à Boulogne-Billancourt au 7e étage. Malheureusement, c'est au cimetière maintenant. C'était il y a plus de 20 ans. Et alors, oui. Mais Yves est décédé en 2017 parce que je l'ai recherché. Et j'ai appris qu'il était décédé en 2017. Il a vécu très très vieux. Ouais, c'est beau. Mais du coup, on leur apprend à vraiment assumer qui ils sont dans leurs caractéristiques propres et surtout à voir comment ils fonctionnent eux. Et l'idée, c'est pas de demander aux autres de s'adapter à ça, c'est nous voir comment on se plonge dans les bons environnements, entouré des bonnes personnes, et comment on coupe parfois certaines relations. Il y a vraiment un tri à faire, il y a vraiment des choix à faire, il y a vraiment des décisions à prendre. Il y a toute une conférence qui est gratuite sur internet où j'explique ça, c'est les 5D. Donc il y en a un des 5D, c'est prendre des décisions tranchées. Ça, c'est difficile pour nous, parce qu'on est des indécis, parce qu'on voit tellement la vision globale de tout, les avantages, les inconvénients, et tant que c'est l'intellect qui choisit, on pourra toujours faire thèse, antithèse, synthèse sur n'importe quel concept philosophique. Donc l'idée, c'est pas de dire est-ce que c'est mieux d'habiter à Paris ou d'habiter dans le Sud. C'est moi, qu'est-ce que je ressens, comment je fonctionne pragmatiquement. On parlait du pragmatisme avant de démarrer. Le pragmatisme, c'est je confronte une théorie à ma réalité. Comment fonctionne mon corps? Comment je fonctionne? Et vraiment d'avoir conscience de ça pour prendre des décisions tranchées qui vont nous convenir. Et c'est là qu'on reprend sa responsabilité, qu'on reprend son pouvoir et qu'on arrête de blâmer les autres. S'il y a des gens qui sont nocifs pour nous, on doit s'en éloigner. C'est notre responsabilité, pas vouloir absolument faire en sorte de les convaincre de quoi que ce soit. Ouais. Donc ça commence par ça, pour les accompagner. Et après, c'est un parcours sur 9 mois, donc ça demande tout un tas de compétences à acquérir pour grimper l'échelle des 5D. Et donc il y a des compétences comme aller déjouer les pièges de son mental, tout ce qu'on a pu engranger comme messages introjectés de l'enfance qui vont être contre-productifs avec notre hypersensibilité. Voilà, tu pleures pas, tu dois être fort, tu dois faire plaisir, tous les messages judéo-chrétiens qui sont magnifiques mais qui pour nous enferment dans un surcroît de ce que j'appelle juge intérieur, parce que les injonctions qui sont magnifiques, mais encore une fois, qui sont pas toujours adaptés pour nous, qui avons déjà une tendance à être là pour les autres, à ressentir les autres, à faire ce qui est bon pour eux. Et si on nous dit l'autre est plus important que toi, comme c'est déjà notre tendance, on s'oublie complètement. Et donc il y a des choses à réapprendre et à reprogrammer dans le cerveau. C'est pour ça qu'on travaille avec les neurosciences, avec la théorie polyvagale, mais avec du coaching intégral. Vraiment on a concaténé toutes les best practices, puisque moi j'ai un parcours, donc ça a commencé avec ce vieillard, mais après ça a continué. J'ai fait au moins une centaine de thérapeutes, de psy, de stages, de trucs en management, en leadership, mais aussi en chamanisme. Bref, oui, t'as touché à tout. J'ai touché à tout parce que j'ai voulu comprendre dans tous les recoins et comment ça fonctionne. Donc on intègre
toutes les meilleures pratiques dans nos parcours et on les adapte sur mesure. Moi, je crois vraiment au sur-mesure. Donc, il y a des modules théoriques où on comprend comment faire de l'hypersensibilité une force, comment développer toutes ces compétences dont je parle, jusqu'à sa vocation, c'est-à-dire déployer qui je suis au travail et avoir vraiment mon potentiel de leadership empathique qui s'exprime. Mais l'idée, c'est vraiment de faire du sur-mesure, de s'adapter à chaque personne. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'individuels dans nos parcours. Beaucoup d'individuels et de sur-mesure. On regarde comment vous fonctionnez, on fait un diagnostic. Alors, c'est pas un diagnostic médical, hein, puisque l'hypersensibilité n'est pas une pathologie, je le redis, c'est pas homologué par la médecine et c'est tant mieux. Et ensuite, on réimplémente les nouveaux programmes qui vont permettre à l'hypersensible de s'épanouir et de s'accomplir aussi bien personnellement que professionnellement. Oui, et puis d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais je l'ai fait hier, tu proposes un test aussi sur ton site internet pour calculer un peu notre hypersensibilité en 70 questions 75 questions. Je sais pas s'il n'y en a pas 76 là maintenant. 75 ou 76. Voilà, en 75 questions et qui nous permet un petit peu d'apprendre de savoir où est-ce qu'on se situe dans l'échelle de l'hypersensibilité. Dans les personnes que tu accompagnes et qui sont hypersensibles, quelles sont les problématiques que tu retrouves assez fréquemment, même si on a conscience que c'est le sur-mesure et que chaque personne est unique, je pense qu'il doit y avoir des tendances générales que tu dois retrouver. Quelles sont-elles et quel travail est fait? Ouais, merci de cette question parce que elle pose la question vraiment du panel des hypersensibles. Et c'est vrai que je n'adresse pas 100% des hypersensibles. J'adresse à peu près 80% d'entre eux qui sont hyper empathiques. Okay. Donc c'est vraiment des caractéristiques qui font que on ressent les autres, on ressent les émotions des autres, on est envahi par tout ce que vivent les autres, en fait. L'hypersensibilité, pour moi, je la définis comme une capacité accrue à capter des informations émotionnelles, sensorielles et intellectuelles qui viennent de l'extérieur et à les amplifier. Et aussi à amplifier tous ces éléments qui viennent aussi de l'intérieur. Donc, quand on a une hypersensibilité hyper empathique, on va ressentir les autres puissance 10 et on va avoir... Tout le monde ne l'a pas, parce que un hypersensible qui gère bien son hypersensibilité, il a aucun souci. Il va pas se faire accompagner, il va pas avoir un psy, il va pas avoir un coach. Ça, c'est dans l'idéal, le meilleur des cas. Bon, sauf que la société qui est plus hyposensible, en général, va nous créer des problématiques. Donc, les problématiques qu'on rencontre chez nos clients, c'est vraiment un syndrome du contenteur. Ok, c'est-à-dire, je veux que tout le monde soit content. Oui, je vois très bien. Tu vois? Oui. Les Américains, ils appellent ça le people pleasing. Donc c'est je veux faire plaisir en fait. Et je suis une machine à ça. Dans l'oubli de soi, du coup. Dans l'oubli de soi. C'est-à-dire que tant que l'autre n'est pas bien, je ne suis pas bien. Donc je me mets la mission que tout le monde soit bien. Donc ça va... Certains vont dire que ça va générer une dépendance affective ou que la dépendance affective génère ça. Il y a aussi toutes les problématiques liées au fait de ne pas mettre le curseur au bon endroit dans le donner-recevoir. Donc cette impression qu'on donne, mais qu'on reçoit pas assez. Donc un épuisement, une fatigue. Vraiment, c'est tous les symptômes que j'appelle les BADS, donc BADS en anglais, B comme burn-out ou bore-out, A comme anxiété, D comme dépression et S comme somatisation ou même suicide pour certains. Donc c'est vraiment un mal-être qui va surgir du fait que je n'existe pas en fait. Donc je vais avoir aussi parfois un syndrome du sauveur et j'oublie que j'ai été sur Terre avec ce véhicule-là et que c'est ce véhicule qui va me permettre d'aider les autres. Parce qu'il s'agit pas de dire il faut être égoïste et penser qu'à soi. Ça, on n'est pas capable de toute façon. Enfin, ou quand on le fait, on va se sentir mal aussi. Donc moi, j'aime bien cette métaphore de l'arbre. J'explique en fait une différence entre l'empathie verticale et l'empathie horizontale. L'empathie horizontale, c'est celle du people pleasing, c'est celle du contenteur. C'est celle de je te donne, je me mets en quatre pour toi et je me mets tellement en quatre que je me mets un peu en mode paillasson et puis je me finis par me faire un peu marcher sur la tête et essuyer les pieds sur ma tête. Quand on a cette sensation, les gars, faut arrêter. Ça passe, on a un peu un côté sadique, mais bon, on s'adresse pas forcément à ces personnes-là. Et il y a l'empathie verticale, et j'aime bien, pour faire comprendre l'empathie verticale, utiliser la métaphore de l'arbre. Ouais. C'est que l'arbre, il donne pas sa sève, il donne ses fruits.
Et son job, c'est de planter ses racines au bon endroit, d'avoir les feuilles au bon endroit pour le soleil et qu'il y ait suffisamment d'eau. Et donc, c'est notre job. Et quand je dis notre responsabilité, c'est planter nos racines au bon endroit, avoir le bon soleil, avoir la bonne quantité d'eau. Et alors là, nos fruits seront magnifiques et abondants. Et là, les gens pourront se servir sans que ça nous enlève quoi que ce soit. Parce que c'est une denrée qui est inépuisable en fait. Enfin, c'est épuisable, mais qui se régénère, quoi. Qui se régénère, voilà, exactement. Et donc, à ce moment-là, quand on est dans son empathie verticale, on est toujours en contribution, mais on a une énergie qui est renouvelée sans cesse, et tout commence par soi. Voilà. Oui, mais c'est une très jolie métaphore pour exprimer, si j'ai bien compris, le fait de prendre soin de soi, et au final, ça va faire par effet miroir que les autres prendront soin d'eux et que on sera pas en déficit d'énergie ou quoi que ce soit, qu'on aura suffisamment pour nous, donc du coup on pourra donner aux autres sans que on se vide, quoi. C'est exactement ça, et en même temps il y a vraiment ce terme qui est galvaudé de prendre soin de soi. On croit que c'est aller faire du yoga et aller se faire masser, alors que pas du tout. Enfin, oui, ça c'est le plus. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, je prends soin de moi alors que je ne vais pas faire du yoga, je n'ai pas le temps et je ne vais pas me faire masser. Par contre, je prends des décisions. Dans les 5D, c'est prendre soin de soi, c'est voir ces 5D. Je peux pas tous vous les raconter là, ils sont dans la conférence que vous trouvez, mais c'est être capable de mettre en place les bonnes choses dans sa vie. Les bonnes personnes, s'entourer des bonnes personnes, faire les bons choix professionnels, avoir les conversations puissantes avec les gens qui vont nous permettre de mettre nos limites ou de faire des propositions qui vont dans le sens de nos besoins. C'est ça, prendre soin de soi. C'est la responsabilité de notre Ferrari. C'est pas aller au lavage automatique de la Ferrari. Très bien. C'est beaucoup plus profond que ça. Ouais, c'est faire des choses qui nous font du bien, tout simplement. Et si on est dans un métier épanouissant, aller au travail, ça peut même être un moyen de prendre soin de soi. Donc carrément. Alors carrément, ça c'est vraiment... On a 2 parcours d'ailleurs, un qui s'appelle EmpathSup pour faire de l'hypersensibilité une force, et un parcours pour aller encore plus loin qui est la vocation. L'hypersensible est vraiment épanoui quand il est dans sa vocation, et quand il a ses fruits, il les sert aux bonnes personnes. Parce que s'il fait des magnifiques fruits et que personne ne les prend, ça c'est hyper douloureux pour un hypersensible. Il est tourné vers les autres, et sa mission elle est toujours tournée vers les autres. Donc s'il fait une mission où il y a personne qui mange ses fruits, il va pas être bien. Et la vie, de toute façon, nous envoie ce feedback. Ne pas être bien, c'est la vie qui nous envoie un feedback, qui a un réajustement à faire pour être dans notre mission. Et notre mission, c'est pas faire des œuvres caritatives, monter des boîtes. Parfois, c'est juste élever nos enfants d'une certaine manière. Ça peut être aussi simple que faire son travail en étant plus dans un rythme qui nous convient. Et c'est ça qui va faire qu'on va être à notre niveau optimum de performance. Ça, voilà, être dans sa mission, ça veut dire utiliser la Ferrari à bon escient. Et quand je dis la Ferrari, je veux pas que les gens pensent que les hypersensibles sont mieux que les autres. Voilà, quand j'emploie Ferrari, ça peut laisser penser ça, mais il faut de tout pour faire un monde. Et on a fait une étude aux États-Unis sur les médecins notamment, et les médecins hypersensibles, hyperempathiques vont avoir de meilleurs résultats sur des maladies liées à qui vont être très sensibles au stress, y compris les cancers. Là, si on a un médecin hyper empathique, ça peut avoir vraiment un effet bénéfique sur le système immunitaire des patients. Mais les médecins hypersensibles, hyper empathiques se fatiguent plus vite, peuvent prendre moins de patients, et donc voilà, il faut les deux. Quelque part, il y a aussi on peut faire moins de volume, on peut peut-être faire plus. Une Ferrari, elle peut pas rouler tout le temps. Ça marche pas, elle casse très vite en fait. Voilà, Oui, puis en termes de qualité, enfin certes, il y a peut-être moins de monde qui peuvent en bénéficier, mais en termes de qualité, peut-être que c'est plus bénéfique pour les personnes, quoi. C'est ça. C'est ça. Et au niveau... Mais ça, c'est que pour les médecins, mais après, sur tous les jobs, il y a toujours autant d'avantages que d'inconvénients à l'être ou à ne pas l'être. Donc, je veux pas dire qu'on est meilleur que les autres, pas du tout, parce qu'on voit bien qu'on a plus de vulnérabilité aussi que les autres. Oui, puis tu parles des médecins, mais je pense que c'est aussi la même chose pour les thérapeutes. Thérapeutes qui sont dans l'accompagnement, que ce soit des coachs, que ce soit des magnétiseurs, masseurs, etc., qui sont vraiment dans l'accompagnement aussi, qui peuvent aussi, s'ils ne sont pas, entre guillemets, formés à ça, ou s'ils n'ont pas conscience des limites qu'ils doivent poser, peuvent aussi se vider beaucoup. Tous les métiers d'accompagnement, qui sont plutôt les métiers de nos vocations, sont des métiers où si on n'est pas dans sa verticalité, on va s'épuiser et on va tomber dans les bads. Donc, c'est à la fois notre salut
est notre plus grand fardeau, ces métiers-là. Mais par contre, quand ça marche, enfin c'est mon cas, c'est tellement nourrissant, c'est tellement, enfin c'est génial quoi. Ouais. Ouais, mais j'imagine. Et tout à l'heure, tu as commencé à parler d'une notion que c'est une question que j'avais hâte de te poser. C'est quand on est hypersensible et qu'on ressent vraiment beaucoup les énergies des autres et que du coup, on les ressent, quoi. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire la différence entre du coup ce qui nous appartient de ce qui nous appartient pas? Comment réussir à comprendre ça? Alors ça, c'est une question vraiment pas simple. Et effectivement, c'est ce que vivent beaucoup d'hypersensibles, notamment, moi je parle des 4 sphères de l'hypersensibilité. Donc il y a la sphère intellectuelle avec une pensée en arborescence, la sphère sensorielle avec 1, 2, 3 ou 4 ou 5 des 5 sens qui sont très développés. Moi, une odeur me réveille, par exemple. Il y a la sphère émotionnelle, où là, c'est ce que tu dis, on va ressentir vraiment vibratoirement presque les émotions des autres, et la sphère intuitive. Et là aussi, ça joue aussi dans cette sphère-là. Il y a des gens qui ont plus d'intuition, qui ressentent les autres à un niveau au-delà presque d'émotionnel. C'est important d'abord, comme on le disait tout à l'heure, tu vois, quand on parlait d'assumer d'être hypersensible, c'est de voir comment je fonctionne et quels sont mes filtres d'interprétation. Parce que la vérité vraie, c'est que oui, on va ressentir des signaux faibles et des subtilités de ce que ressent l'autre, mais ça va quand même passer par nos filtres d'interprétation. Donc on va ressentir, mais aussi interpréter. Et donc c'est hyper important de comprendre comment, quand cette personne ne va pas bien, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi et qu'est-ce que mon filtre d'interprétation me raconte à ce moment-là. Parce que tu vois, 2 hypersensibles qui sont des éponges émotionnelles vont pas réagir de la même manière face à une tierce personne qui est mal. Tu vois ? Il y en a que ça va les effondrer et il y en a au contraire qui vont être capables d'aller aider, et ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de quel est ton rapport avec la personne qui va avec les émotions négatives. Est-ce que ta mère était dépressive? Est-ce que ton père était violent? Et quand tu te retrouves face à une personne violente, parce que le filtre d'interprétation, c'est pas que conscient, c'est 80% d'inconscient. Donc comment ton système nerveux réagit face à cette vibration-là, ça t'appartient. Donc quoi qu'il arrive, même si tu ressens des choses qui sont générées par les autres, tu es responsable de ce que ça génère chez toi. Tu vois ? Et donc il y a tout ce chemin à faire de comprendre quel est mon passé, comprendre quelles sont mes blessures originelles, comprendre... En fait, c'est comme 2 instruments de musique. Leur vibration va venir générer une vibration chez toi. Mais ça dépend de ta corde. Et ça dépend comment t'as harmonisé aussi ton instrument. Et est-ce qu'il y a d'autres cordes qui viennent créer une symphonie ou est-ce que ça vient créer une cacophonie ? Tu vois ? Donc c'est vraiment, à partir du moment où vous ressentez quelque chose, déjà il faut se poser la question. Pourquoi je ressens ça ? Et je l'ai ressenti à son contact, et quand je me suis éloignée, je l'ai pas ressenti. Donc vraiment avoir une analyse, pour moi c'est il faut être pragmatique sur ces choses-là, une analyse de quelle personne me fait ressentir quoi et pourquoi. Et après, ça va devenir naturellement, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a des personnes avec lesquelles il faut pas trop être, ou quand elles sont dans un certain mood, il vaut mieux s'en éloigner. Ou alors, si tu peux contribuer, tu es acteur. D'accord. Donc si je comprends bien, si je ressens certaines choses au contact d'une tierce personne, finalement, si ça va faire vibrer des choses à l'intérieur de moi avec un peu de recul, c'est que j'ai aussi peut-être un travail à faire sur ce que ça a fait vibrer à l'intérieur de moi. C'est que moi-même, j'ai acheminé. Ça vient juste me montrer des choses à l'intérieur de moi. Oui. Oui. Exactement. Exactement. Parce que t'imagines si j'avais pas fait ce travail-là, je pourrais pas accompagner certaines personnes, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment travaillé sur moi pour que n'importe quelle émotion très lourde, elle ne m'atteigne pas profondément. Ok. Ouais, donc ça, pour les personnes pour qui ça peut même être un problème, j'imagine, hein, quand c'est trop intense et que du coup on arrive même, moi ça m'est arrivé personnellement de me poser la question, mais du coup qui je suis? Quand on se fait immerger comme ça d'émotions, des eaux, presque qu'on change au contact de certaines personnes tellement on les ressent fort. Donc c'est pour toi, pour réussir vraiment à ne plus ressentir ça et à devenir l'être unique que l'on est, c'est faire un travail sur soi. Oui,
Mais attention, le but n'est pas de plus ressentir ça, parce que c'est une grande force de ressentir ça. C'est aussi de se laisser traverser, parce que quand je dis, quand je vais avoir des personnes qui viennent avec des grosses dépressions ou alors il faut qu'ils aient un minimum d'énergie parce qu'on fait du coaching et pas de la psy pure, même si on a des thérapeutes dans l'équipe. Donc il faut qu'ils aient un minimum d'énergie, mais quand il y a vraiment des choses très lourdes ou des cancers, etc. Je dis pas que je suis pas touchée, je suis profondément touchée, mais je suis touchée d'une manière où, tu vois, c'est comme une vague qui te traverse, mais c'est pas une vague qui te noie. Tu vois? C'est-à-dire que je le ressens, et c'est important de le ressentir, parce que sinon, tu n'es pas relié, connecté de cœur à cœur avec l'autre. Or, c'est ça qui aide les personnes, c'est qu'elles sentent qu'on est là vraiment avec elles et qu'on sait ce qu'elles vivent. Donc, je le sais, je le ressens, mais ça passe, tu vois? Ça te traverse. Ça me traverse. Exactement. Ça, et je ne m'y accroche c'est pas une eau stagnante. C'est pas une eau stagnante, tu vois, je suis pas un paratonnerre où la personne va venir se décharger en moi. Ou alors je suis un paratonnerre, mais ça part, tu vois. C'est plus une vague que je prends et que j'accepte. Et vraiment, un des chemins pour l'hypersensibilité empathique, pour s'épanouir et s'accomplir, c'est d'accepter de se laisser traverser, c'est d'accueillir ces émotions-là et pas d'en avoir peur. Oui. Voilà. Donc, parce que ça peut venir bousculer aussi, mais c'est ok. Exactement. Donc l'idée, c'est de savoir dans quel état je suis ce jour-là, parce que c'est pas quelque chose d'intrinsèque, ça dépend du jour, tu vois, et ça dépend de tes blessures du passé, et ça dépend de tes filtres d'interprétation. Donc ce jour-là, peut-être je suis capable complètement d'accueillir ma copine qui va très très mal et d'être avec elle, même si ça me fend le cœur, même si je pleure avec elle. C'est ok. C'est ce qui fait notre humanité profonde. Maintenant, je vais pas me trimballer ça toute la journée, voire 3-4 jours, où j'écoute les infos et je vois la guerre et je me mets à la place de tous ces gens et pendant une semaine, je le vis. Ça, si je suis pas capable de me distancier, je vous invite à ne plus regarder les informations. Bonne idée. Et en fait, il y a des jours où on peut se laisser traverser et des jours où on peut pas. Ça va dépendre de notre système nerveux, de sa fatigue, de notre état du moment, en fait. Oui. Et du coup, tu parlais donc le matin, moi je sens que je suis comme ça. Par toi, ça passe par un questionnement, se questionner soi-même de comment je me sens dans mon corps, qu'est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui j'ai envie de voir. Pour moi, c'est difficile de se poser ces questions, genre quand tu te lèves, allez hop. Ouais. Parce qu'en fait, la vie se déroule et c'est quand les événements arrivent qu'on progresse, en fait. Et c'est ce que je dis souvent aux personnes qu'on accompagne. C'est ne croyez pas qu'on va pouvoir vous donner toute la théorie puis ça va très bien se passer. Non, on vous donne la théorie et quand les événements de votre vie arrivent, c'est là que vous la pratiquez. Et c'est là que ça se passe, en fait. L'implémentation se fait à ce moment-là. C'est pour ça que le programme, il dure 9 mois. C'est pour il faut qu'il y ait des événements de vie qui viennent ancrer les préceptes qu'on apprend en théorie. Donc, l'idée, c'est plus quand c'est difficile, quand vous vous faites immerger émotionnellement, posez-vous la question à ce moment-là. Okay, ouais. Qu'est-ce que je ressens? Dans quel état j'étais avant? Pourquoi ça me met aussi mal? Qu'est-ce que ça est venu réveiller chez moi? Est-ce que ça me fait penser à un événement du passé? Est-ce que ça réveille un traumatisme ou pas? Ok. Et c'est à ce moment-là que tu apprends à faire de la conscience, de la clarté sur comment tu fonctionnes et à pouvoir mieux gérer ça la prochaine fois. Mais c'est dans l'instant. C'est dans l'inconfort que se trouve l'enseignement, en fait. Ouais, puis la vie est un peu farceuse, elle aime bien nous tester quand on croit que c'est bon, je gère le truc, elle vient nous mettre un gros événement et on se dit bon, ok, peut-être que j'ai encore du chemin, en fait. Oui, moi j'aime bien dire qu'elle est à notre service plutôt qu'elle est farceuse. Oui, tu vois. Non mais c'est gentil, elle nous taquine. Bah elle vient t'aider à progresser, hein, c'est tu vois, si je sais plus c'est qui disait ça, c'est un coach. Si t'as besoin, si ton rêve c'est de pouvoir monter en haut de l'Himalaya dans quelques temps, est-ce que la vie va t'amener le haut de l'Himalaya comme ça, ou est-ce qu'elle va t'amener, ben voilà, tu vas louper ton bus, tu vas devoir partir en courant et tu vas avoir que des galères pour créer de la compétence en fait. Le truc c'est que la compétence se crée souvent dans l'inconfort. Quand moi j'ai fait du sport de haut niveau, ça fait mal de se muscler plus. Ça demande d'aller dépasser sa zone de confort. Ça demande d'aller pousser son corps
au-delà. Alors pas trop parce que ça casse sinon, donc c'est vraiment une zone à trouver, c'est la zone de progrès et c'est la zone d'inconfort et on dépasse ses limites. Donc la vie nous amène toujours des éléments pour dépasser nos limites, pour créer ses compétences, pour augmenter nos capacités d'action et augmenter nos possibilités dans la vie en fait. Ouais. Puis une fois qu'on l'a dépassé, ça veut dire qu'on a grandi, qu'on peut l'agrandir encore. Et je vois vraiment cette chose de quand on court, on le remarque bien. La première fois, on va aller courir, on va faire 5 km, on va être au bout de notre vie. Puis le jour d'après, ça va être 500 et au fur et à mesure, ça va augmenter. Exactement. Et vraiment, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, plus vous êtes jeune, plus cette gymnastique, elle s'engramme dans votre système nerveux. C'est-à-dire que moi, je vois grâce au sport de haut niveau, comme je me suis poussée beaucoup et longtemps, et aussi parce que voilà, à l'école aussi, j'étais très impliquée. Donc, et en plus, j'ai déménagé 23 fois, j'ai parlé plusieurs langues. En fait, j'ai entraîné mon système nerveux à être tout le temps en train de progresser. Et ben maintenant, même à mon âge, et mon grand âge de 46 ans déjà, la semaine dernière, je reprends le sport, parce que j'avais arrêté un moment pour différentes raisons, et je trouve un vélo elliptique. Je fais le premier jour un vélo elliptique, 10 minutes, j'en peux plus, je crache, j'en peux plus. Le lendemain, je reviens, je fais 15 minutes, ça va mieux. Le lendemain, je reviens 20 minutes, je les sens pas. Donc en fait, je veux vraiment que vous sachiez que même à mon âge, si vous avez commencé très tôt, en fait, vous allez être capable de créer des changements et de créer des nouvelles compétences beaucoup plus vite. Et donc, vraiment, entraînez-vous et faites des trucs nouveaux, en fait, tous les jours. Apprenez une nouvelle langue. Alors, des trucs qui vous plaisent, parce que ça sert à rien de faire des trucs qui nous plaisent pas. Parce que nous, on a de l'énergie quand on fait des choses qui nous plaisent. Mais faites des trucs nouveaux tout le temps. Tout le temps. Et du coup, votre système nerveux, il va apprendre à apprendre plus vite. Et après, c'est beaucoup plus confortable, y compris mes muscles. Moi, je sais que si j'arrête le sport pendant 1 an, si je fais 3 séances de sport, les muscles commencent ça se voit. Parce que ils ont été entraînés comme ça. Et il y a une mémoire du corps à intégrer du changement et du progrès. Donc, les jeunes, allez-y, restez pas devant vos écrans à rien faire pendant des années. Et c'est dommage parce que c'est vraiment là que se créent ces compétences d'apprentissage rapide. Ok, donc faut partir à l'aventure. Ouais. Allez, prenez votre sac, quittez tout, job. Ouais, j'ai pas dit ça, mais même dans votre job, essayez un truc nouveau. Ouais. Essayez un truc nouveau par semaine. D'accord. Voilà. C'est un beau challenge. Un challenge pour soi. Ça peut être un nouveau sport, ça peut être dire un truc inconfortable à quelqu'un qu'on n'a jamais osé dire, ça peut être oser demander une augmentation à son boss, ça peut aller à un nouveau lieu. Ouais, ça me fait penser, c'est un Américain, je crois, qui avait fait ça, puis ça a été repris en France, qui allait voir des gens et qui demandait des trucs, mais un peu complètement fous, mais c'était juste pour travailler sa capacité à recevoir les noms et à le gérer bien. Et au final, les noms NON. Oui, les noms NON. Ouais. Et par exemple, il allait dans un restaurant, il disait, est-ce que vous pouvez m'offrir le repas aujourd'hui? J'ai demandé plein de trucs comme ça. Et du coup, il a fait des trucs de fou. C'est-à-dire qu'un jour, il y a un mec qui était sur un yacht, il a dit, est-ce que je peux faire un tour avec vous sur le yacht? Il a dit, venez monter. Et du coup, il a fait des trucs de dingue comme ça. J'adore. Ouais. Ah ben ça, c'est vraiment des exercices qu'on peut donner aux personnes qu'on accompagne, à nos clients. Vraiment. Parce que il y a tout un module sur apprendre à dire non. Non, voilà, mais si je retrouve, je t'enverrai la vidéo. Apprendre à dire non et supporter le non et dépasser aussi le non. Donc, oui, il acceptait. Si je suis capable d'accepter le non, je serai beaucoup plus capable de faire des demandes et d'obtenir des oui, du coup. Oui, et il se rend compte qu'il obtient des oui, mais complètement fou, qu'il aurait pas pensé. C'est dingue. C'est ça, et comme quoi demander et vous recevrez. Et c'est comme ça que vous expandez, je sais pas si ça se dit, vos capacités d'action et du coup, vous repoussez les limites de votre vie. Après, moi, j'ai cette croyance qu'on est là pour expérimenter un maximum de choses, donc. Ouais. Il y a une notion que j'aimerais bien aborder, c'est au niveau un peu de la santé, de la fatigue. Qu'est-ce qui... parce que bon, quand on est hypersensible, on capte tout plein de choses, etc. On l'a vu tout au long de cet épisode. Mais du coup, qu'est-ce qui a tendance à fatiguer les hypersensibles qu'on n'aurait pas tendance à penser? Parce qu'il y a des personnes, moi j'ai une amie qui me disait quand je vais faire les courses, je rentre à la maison, je suis naze. Ouais. Donc voilà, quelles sont les petites choses comme ça qui ont tendance à fatiguer les hypersensibles? Alors il y a effectivement des choses communes à nous tous, mais il y a aussi des choses spécifiques en fonction de qui on est et donc beaucoup de choses nous épuisent. Enfin, globalement quand même, on est facilement fatigué. Enfin facilement. On est aussi facilement
très énergique. Hein, c'est les deux faces de la même pièce toujours. On est hyper vulnérable, hyper courageux. Et oui, ça va avec. Parce que la nature nous dote pas que d'une polarité. Elle nous donne des deux en même temps. Oui. Donc on est hyper fatigable, mais on est aussi hyper énergique. Suivant comment on se gère. Donc vraiment, c'est la fatigue émotionnelle le plus grand pour les hypersensibles, hyperempathiques, hein, ceux que j'adresse, les 80% d'hypersensibles. Ceux qui sont HPI purs mais qui n'ont pas d'hyperempathie, ils n'ont pas cette fatigue-là. Mais la fatigue émotionnelle, c'est vraiment la plus importante parce qu'on s'adapte émotionnellement et parce qu'on capte émotionnellement. Enfin, c'est comme si notre système, il avait 50 000 capteurs de plus que la moyenne et donc du coup, il processe l'information. Donc il y a la fatigue émotionnelle, ça va être effectivement être dans des environnements où il y a trop de monde, on processe trop d'informations émotionnelles. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui nous plombe ou qui vient réveiller un traumatisme chez nous, quelqu'un qui ressemble à un ex avec qui ça s'est très mal passé, ou quelqu'un qui a une énergie qui vous donne l'impression que c'est comme quand votre père faisait la gueule, ou voilà, des choses comme ça qui vont nous plomber. Ça peut être toute l'empathie par rapport aux choses du monde. Si vous écoutez les infos toute la journée, vous êtes épuisé vous videz, en fait, c'est un drain énergétique. Il y a aussi tout ce qui est overthinking, tout ce qui est surstimulation mentale, qui n'est pas approprié à nos besoins. Parce que moi, par exemple, je peux faire du développement personnel et me surstimuler mentalement et regarder 50 vidéos sur le développement personnel dans une journée et finir à 3h du mat et pas être fatiguée. Tu vois. Mais par contre, si tu me fais un truc hyper théorique, hyper technique sur la pile à combustible, tu vois, je parle c'est du vécu, tu vois, parce que j'étais ingénieure. Et ben là, waouh, 1 heure c'est interminable, quoi. 1 heure c'est interminable. Donc si tu fais des voilà, ou pire, informatique, développement Java, C++, tu vois. Oui. Et là, c'est terrible. Là, vraiment, ça peut t'épuiser. En gros, on a plus de responsabilité à être dans notre vocation parce que quand on n'y est pas, ça va plus nous épuiser. D'ailleurs, moi, ça a été l'alerte. J'ai fait un semi-burn-out parce que ça faisait juste 3 ans que je travaillais dans un truc qui m'allait pas. Donc en fait, très rapide. C'est aussi une force d'avoir cette fatigabilité parce que c'est un indicateur qu'on n'est pas en train de s'utiliser à bon escient, qu'on n'est pas en train de avoir la bonne dose de ressourcement par rapport à la dose de drain d'énergie. Et donc, c'est aussi, ça nous montre qu'on n'est pas dans une vie, dans des choix de vie qui équilibrent les buffers énergétiques, en fait. Ouais. Ok. Voilà. Après, il y a plein d'autres choses qui peuvent. Oui, il y a plein d'indicateurs. Mais du coup, est-ce que tu as des petits exercices ou des techniques à appliquer pour essayer de se protéger un petit peu de tout ça et de pas se vider énergétiquement? Alors, il y a plein de techniques qui permettent, une fois qu'on y est, de prendre de la distance, de mettre des filtres. Mais la plus grande technique à retenir, c'est de ne pas se le faire vivre plus qu'une fois. C'est-à-dire que quand tu le vis, de avoir une auto-réflexion sur pourquoi j'ai vécu ça et comment je mets en place des choses pour que ça ne me re-arrive plus. Voilà, quand j'ai fait un burn-out à 26 ans, je me dis, c'est quoi qui a créé ça? C'est parce que je suis derrière un ordi toute la journée, je fais des calculs, des choses qui m'intéressent pas, je suis entourée de gens que j'adore, mais qui ne parlent pas, qui ne s'intéressent pas aux humains, puisque c'est des ingés et que en fait, ça leur va très bien de parler. C'est-à-dire qu'ils parlent que des calculs qu'on a fait toute la matinée à midi, au repas, et qu'en fait, tout cet environnement-là était un drain énergétique. L'open space est un drain énergétique pour moi. Donc, à partir de là, j'ai commencé à faire des choix, à prendre des décisions qui me permettaient. J'ai commencé à me rendre compte qu'avec mon compagnon, si j'avais ma chambre à moi, mon énergie, elle était bien meilleure. S'il y avait des moments où je pouvais dormir toute seule, j'avais mon énergie qui était bien meilleure. Si j'étais, alors pour le coup, ça correspondait au fait que j'étais devenue chef en entreprise. Quand j'étais chef en entreprise, si j'avais mon bureau pour moi toute seule, j'étais beaucoup plus en énergie. Donc voilà, c'est vraiment je pourrais vous donner des conseils sur le moment, prendre de la distanciation, mettre des filtres, etc. Il y a des techniques énergétiques, il y a des techniques de visualisation, il y a des techniques mentales, il y a des techniques avec de la reprogrammation cérébrale. Tout ça c'est bien, on le fait, mais ça c'est curatif, c'est pas préventif. D'accord. Et l'idée c'est à chaque fois que vous vivez mal une situation, réfléchissez et ne la revivez pas. C'est comme les enfants, on leur dit tu peux faire une bêtise une fois, mais pas deux. Ouais.
Ouais, donc tu préconises finalement un passage à l'action, une prise de conscience, passage à l'action. Ouais. Les courses, ça me décharge, je me fais livrer. Exactement. Mais exactement. Ouais. Ben oui. Mais on n'ose pas parfois être créatif comme ça. Moi, c'est contre-intuitif. J'ai ma chambre dans ma maison avec mon mari, ça coûte plus cher, c'est chiant. Enfin, je veux dire, ça a plein d'inconvénients aussi, mais c'est comme ça que j'arrive à être bien. Donc, tant qu'on fait pas de mal aux autres, évidemment, ça se négocie avec les gens, mais tant qu'on fait pas de mal aux autres, soyez ultra créatifs et ultra responsables, parce que sinon, la contrepartie, c'est que vous allez être en colère. Parce que frustré ou... Et la colère, c'est du poison. Donc, vous avez la responsabilité de ne pas vous mettre en colère en considérant que les autres devraient, ou que les courses, ça devrait pas être comme ça, ou que la politique devrait pas être comme ça, que le monde devrait pas être comme ça, que les gens devraient pas être comme ça. Ouais, mais ils sont comme ça. Ouais. Face reality. Utilise tes capacités d'adaptation incroyables pour t'adapter vers ce qui est bon pour toi, pas pour t'adapter vers ce qui est bon pour les autres. Ouais. Ouais, c'est passionnant et j'aimerais bien en parler encore beaucoup sur l'overthinking et tout, mais bon, ça a commencé à faire long après. On va faire 8 heures de podcast. C'est une masterclass sur l'hypersensibilité. Voilà. Du coup, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose aux hypersensibles qui nous écoutent, un petit mot de soutien, on envoie de l'énergie Vraiment, l'hypersensibilité n'est pas un problème et n'est pas censé faire souffrir. Voilà. Ceux qui sont dans une espèce de fatalité, de bah oui, je suis comme ça, et puis c'est comme ça, non. Oui. On peut très bien, on a autant une propension à beaucoup souffrir qu'à être beaucoup plus heureux que la moyenne en fait, puisque c'est encore une fois les deux faces de cette même pièce. Donc c'est notre responsabilité. Alors ça veut pas dire qu'on sera heureux tout le temps, il faut pas non plus être dans l'absolu, rien d'absolu n'est bon, mais vraiment on a accès à cette capacité à vivre les choses pleinement, à vivre les choses profondément, à interagir avec les autres d'une manière profonde, à être plus dans l'amour que les autres. Et tout ça, c'est quand même merveilleux. Donc, n'acceptez pas la médiocrité de la vie dans laquelle peut-être vous êtes, qui fait que vous vous sentez mal. Et quand je parle de médiocrité, je parle pas de bon job. Justement, je parle pas d'éléments extérieurs. Je parle de ressenti intérieur. Voilà. Donc vraiment, par des méthodes agiles, c'est-à-dire je teste, j'apprends, et de la créativité, tout le monde peut y arriver. Après, évidemment, faites-vous accompagner par les bonnes personnes si vous en avez besoin, mais vous pouvez déjà faire plein de choses tout seul. Ouais, oui, puis c'est une manière de se traiter, apprendre à bien se traiter aussi et à nous aimer à notre juste valeur. Oui, et puis on considère qu'il y a à peu près 25% des personnes qui sont hypersensibles, donc ne vous croyez pas seul dans votre coin. Il y a plein d'hypersensibles qui se cachent, qui sont derrière leur hublot, qui sont camouflés comme vous, et donc c'est important aussi de partager avec des communautés. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, c'est incroyable. Et c'est grâce à ça aussi qu'il y a eu un effet de mode et que voilà, moi j'ai été interviewée plus de 40 fois par des médias, des télés, des radios, et je trouve ça vraiment génial parce que ça permet au moins une chose, c'est que les hypersensibles ne se sentent plus seuls. Et j'en ai tellement qui m'écrivent en me disant mais quand j'ai compris qu'on était des millions, 17 millions en France seulement. Je vais tous le rencontrer. Ouais, alors ils veulent qu'on fasse des immersions et tout, des événements. On en fera. Mais bon, pour le moment, c'est compliqué. On en fédère déjà beaucoup. Et là, par exemple, cet après-midi, je réunis mes coachs, qui sont tous des coachs d'excellence, qui sont vraiment formés à l'hypersensibilité. Et comme j'ai pris les meilleurs qui m'ont accompagné, j'en ai une en Thaïlande, une à San Francisco, une en Bretagne, une à Lille, une à Marseille, et moi ici à Aix. Donc je trouve ça aussi génial qu'on puisse faire du distanciel. Et oui, on se rencontre pas, mais on se rencontre quelque part. On partage quand même, ça marche aussi. C'est génial aussi de pouvoir faire ça de partout dans le monde. Ok, super. Écoute, j'ai 2 dernières questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu as un livre, un documentaire, un film à nous partager sur l'hypersensibilité J'imagine qu'il y en a plein. Il y en a plein. Et j'aime pas en conseiller qu'un. Tu vois, on a une bibliographie, il y a au moins 25 bouquins. D'accord. Sur ton site internet, il y a ça? Non. Dans notre parcours. Dans votre formation, ok. Si j'en avais qu'un, franchement, c'est tellement personnel. En plus, je crois vraiment qu'il faut être guidé pour ça. C'est-à-dire qu'on est guidé vers la ressource qui nous parle le plus. Donc, moi, je sais que un qui m'a parlé le plus, même parmi les 50 que j'ai lus, mais c'est celui de Judith Orloff, le guide de survie des hypersensibles hyperempathiques.
Voilà, Judith Orloff que je connaissais déjà par ailleurs. Elle avait écrit beaucoup sur les émotions. Elle a vraiment permis de comprendre beaucoup comment fonctionnent les émotions. Et elle est américaine, hein. Enfin, je crois que c'est une juive américaine. En France, il n'y a pas ça. Donc, je trouve qu'elle a un niveau de compréhension plus approfondi que d'autres sur ça. Et puis après, une de mes mentors, moi, c'est Anita Morgiani. J'ai été formée par elle. Ouais. Qui a écrit elle-même aussi des... Elle a écrit 3 livres. Ok. Le dernier, c'est Sensitive is the New Strong. Ok. Sensitive is the New Strong. Ok, super. Je mettrai toutes les informations dans la description. Ma dernière question que je pose à mes invités, c'est pour toi, c'est quoi une terre happy? C'est marrant parce que ce matin, j'étais au téléphone avec mon mari qui partait en déplacement. Et je lui dis, oui, je me fais interviewer par un podcast, c'est ma thérapie. Et je fais, je viens de me rendre compte du jeu de mots. Quand même, fallait. Fallait que ça monte. Ouais. C'était le week-end de Pâques, c'était doucement mais tranquillement. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle énormément d'écologie, on parle énormément de la planète. Il y a mon fils, si tu regardes mon Instagram, il a fait avant-hier soir, je sais plus, il y a 3-4 soirs, il sort de table, il fait une bouteille. Et puis il fait des animaux pas contents dedans, il me dit le plastique ça tue les animaux, stop à la pollution. Et vraiment, on a cette conscience aujourd'hui, c'est en train d'arriver. Mais moi à l'époque où j'ai eu cette réflexion, je me dis ça serait quoi une terre, parce que j'avais vraiment cette ambition quand on est jeune, je voulais changer le monde, je voulais que tout le monde soit heureux en fait, tu vois, et que tous les gens de la terre soient heureux. Et même quand j'étais petite, je priais. J'avais une grand-mère très pratiquante et elle m'avait appris à prier. Et je disais protégez bien ma famille, mes amis, tous les gens que j'aime. Puis après je réfléchissais que oui, mais ma famille et mes amis, ils peuvent pas être heureux si leur famille et leurs amis sont pas heureux. Donc je disais ma famille et mes amis et leur famille et leurs amis. Et après je disais ah oui, mais pareil, les amis de leurs amis, s'ils sont pas heureux, eux ils seront pas heureux. Et je disais la terre entière. C'est plus simple. Voilà, tout le monde. Est-ce que tu peux protéger la terre entière? Et en fait, pour moi, c'est pour ça que je suis tombée dans le développement personnel. Je me suis rendu compte que il y a une part de souffrance inhérente à l'être humain. On va tous souffrir, franchement. La maladie, la mort, ça fait partie de ça. Le combat, ça fait partie pour défendre ses intérêts. Parfois, on voit l'Ukraine, ça fait partie de la vie. Mais il y a toute une souffrance inutile où on se rend malheureux inutilement. Et là, ça va être quand on veut faire avec ce qu'on n'est pas et on veut pas faire avec ce qu'on est. On se distord. On s'oublie, on se raconte des histoires qu'on nous aime pas ou qu'on est différent. Et tout ça, ça nous fait souffrir uniquement par nous-mêmes. Et donc pour moi, vraiment que l'ensemble du monde soit heureux, ça passe par chacun se connaît et chacun fait ce qu'il y a de bon pour lui. Et je crois que si chacun faisait ça, toujours dans l'altruisme et toujours dans l'empathie avec les autres, hein, parce que quand on parle d'assertivité, nous on parle beaucoup d'assertivité. L'assertivité, c'est pas passer de je suis un paillasson à je vais écraser l'autre. Pas du tout. C'est je trouve du gagnant-gagnant tout le temps. Et quand on imagine que le gagnant-gagnant est toujours possible, je t'assure, il est toujours possible. Même si ça veut dire parfois une rupture. Parfois, le gagnant-gagnant, c'est on rompt avec... moi, depuis que j'ai compris tout ça, j'ai des ruptures zen. Ouais. Et on reste amis. Que ça soit professionnellement ou personnellement. Donc, pour moi, une thérapie, c'est avant tout des gens qui s'occupent d'eux-mêmes. Ouais. C'est très beau. Merci beaucoup Sophie, j'ai adoré enregistrer cet épisode avec toi. Écoute, merci pour ton énergie, c'est très très agréable de te parler et c'était très chouette.